Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors, côté diplomatie, l'axe Abidjan-Ouaga, on va dire, se renforme un peu. Les 2 gendarmes ivoiriens arrêtés et transférés à Ouagadougou ont été remis aux autorités ivoiriennes. Bonne nouvelle. On décrypte avec nos amis. Ensuite, nous irons du côté du classement Time Higher Education. La Côte d'Ivoire intègre ce classement prestigieux avec 4 établissements. Et enfin, pour la première partie, nous terminerons avec la lecture que nous faisons de la motion de censure du gouvernement Barnier. On rappelle qu'il a été nommé le 5 septembre 2024. Certains l'appelleraient Premier ministre éphémère après ce qui s'est passé en 1962 en France. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous aujourd'hui, jeudi 5 décembre. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Herman Labois, bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous allez bien? Chers téléspectateurs. Je voudrais saluer Abou Vitrice à Democro. Très bien. Sarah, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Très heureux d'être là ce soir. Et surtout Herman, ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé des plateaux ensemble. Ça va et toi? Tout heureux aussi de ta présence. Alors, Élisée Volube, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Mention spéciale aujourd'hui à tous les agriculteurs et producteurs vivriers de Côte d'Ivoire, grâce à qui notre pays continue de rester une puissance en matière agricole. J'aime bien cette tradition, Élisée, hein, les hommes des forces de l'ordre. Après, c'était... les agents de la santé. Voilà, et aujourd'hui, les agriculteurs. Voilà. Daouda Koulibaly, bonsoir. Avec vous, on partira avec qui? Bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Moi, je vous amène dans le Zanzan où j'aimerais saluer un enseignant que j'aime bien, parce que vous savez que les enseignants m'aiment bien aussi. Donc, je salue le directeur d'école Antoine Touré, au niveau du Zanzan. Et je salue aussi Madame Koné, épouse Koné, nouveau fonctionnaire, que je salue au passage. Merci en tout cas d'être avec nous. Notre émission démarre. Bientôt, on aura donc Pascal Kwame Sokiar qui nous rejoindra. Mais commençons déjà avec les 2 gendarmes ivoiriens. Rappelez-vous, ils avaient été arrêtés le 19 septembre 2023 à la frontière burkinabé, transférés à Ouagadougou. Ils se portent bien. Et des discussions entre les autorités burkinabées et la médiation du président togolais Faure Adema ont abouti, Dieu merci, à la libération des gendarmes. L'information donc a été portée par le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. C'était donc aujourd'hui, jeudi 5 décembre 2024. Élisée Boloube, bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et ces 2 gendarmes. Oui, très bonne nouvelle. On l'avait appelé de tous nos voeux. Et finalement, nos prières ont porté aujourd'hui. Ces 2 gendarmes-là sont de retour en Côte d'Ivoire et c'est une très bonne nouvelle. C'est l'occasion pour nous, à l'instar du chef de l'État et du gouvernement, de dire aussi tous nos remerciements aux médiateurs, au président Faure Yassimbe, au peuple togolais. Mais également, moi, je poursuivrai pour dire aussi merci au régime burkinabé. Moi, comme je l'ai toujours dit ici, je crois en la capacité des hommes de se remettre en cause et de faire face aux réalités du moment. C'est vrai, les ressentiments ont pendant longtemps prévalu dans cette situation-là, surtout du côté burkinabé. Mais je crois qu'avec le temps, ils ont compris qu'il fallait passer à une autre étape. Et aussi avec la médiation du président Faure, ils ont compris qu'il était temps de passer à une autre étape et donc de permettre qu'on aboutisse à ce dénouement heureux-là, donc la libération de ces soldats-là. Je voudrais en tout cas, encore une fois de plus, je m'en voudrais de ne pas le dire, saluer la méthode Ouattara, la méthode du président Ouattara. Parce qu'on peut tout dire, mais le président Ouattara, avec la crise des 49 au Mali, avec celle des 2 gendarmes au Burkina, nous a montré, pour moi, comme je le dis toujours, que la diplomatie, c'est un art. Mais quelle est la particularité, justement? Je répète encore, en tambourinant, tout ne se résout pas avec des cris partout. Il nous a montré par A plus B que quand il a un objectif, il se donne les moyens d'atteindre l'objectif. Il n'a pas besoin d'ameuter la planète entière. C'est ça sa particularité, Élisée Boloube? C'est une méthode, c'est un cas d'école. Je le dis ici, vraiment, ceux qui veulent, ils peuvent traiter de tout ce qu'ils veulent, mais c'est un cas d'école. Le président est en train de nous montrer quelque chose qui, pour moi, doit faire cas d'école. On peut arriver à obtenir des résultats sans ameuter la République, sans ameuter le monde. On travaille, il y a des canaux diplomatiques qui existent. Un État ne se gère pas
comme on est en train de gérer un club de football ou bien vraiment, je ne sais pas, comment ou bien gérer un une club association de de quartier. C'est beaucoup de choses. Il est en train de nous montrer, honnêtement, comment on gère un État, en tout cas pour résoudre des problèmes avec des voisins. J'en veux pour preuve, depuis même la crise, la tension avec l'AES, mais montrez-moi un seul instant, à un moment où le président Ouattara a eu une sortie déplacée à l'endroit des autorités maliennes ou des autorités burkinabées ou bien même des autorités nigériennes. Ou en réaction des déclarations. Ou en réaction des déclarations. À aucun moment, il n'y a aucune phrase qui a été plus haute qu'une autre du président Ouattara dans cette crise-là. Jamais, quand bien même, souvent on se dit, mais comment on peut rester muet devant telle réaction? Même quand certains ont pris des mégaphones ici pour crier que non, mais notre pays est accusé, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse. Jamais il n'a réagi, mais au moment où personne ne s'y attendait, il a obtenu les résultats qu'il fallait. Ça a été le cas pour les 49 soldats, c'est aussi le cas pour ces 2 soldats. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer, nous tous. Pour nous dire quoi? Pour dire quoi? Que tout n'est pas forcément obligé d'être résolu sur la place publique. Très bien, Lisée. Voilà, avec de gros communiqués. On peut rester humble, on peut rester calme, et puis on peut utiliser les canaux que nous donne la voie diplomatique pour pouvoir résoudre des situations. Et ça, je voulais vraiment tirer le chapeau au président Ouattara et à son gouvernement pour cette situation. Daouda Coulibaly, 1 an après, les 2 soldats donc, qui étaient sur la poursuite des orpailleurs clandestins. Aujourd'hui, on est satisfait parce que, chose faite, ils ont été remis évidemment à leur commandement qui vont évidemment faire tout ce qui est contrôle, enfin, tout le processus militaire avant remise donc, à leur famille. Quel est votre sentiment, Daouda? Déjà, j'ai fait bien ce que les propos d'Élysée Bologo sur la question, mais j'aimerais ajouter que quand on regarde la démarche ivoirienne, ça illustre de la diplomatie proactive et gagnante de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il appelait la méthode Ouattara. Voilà. Parce qu'elle est centrée sur le dialogue et la coopération sous-régionale. Première chose. La Côte d'Ivoire a opté pour une approche non conflictuelle en engageant des négociations bilatérales directes avec le Burkina Faso. Parce que, selon les sources que nous avons ça et là, c'est la Côte d'Ivoire qui a initié la discussion en passant par le Togo, le président Faure pour qu'il y ait la discussion. Et cela reflète d'une volonté de maintenir une relation stable malgré les tensions. La coopération entre les 2 États démontre que même en période de crise ou de refroidissement, il ne faut pas brouiller les canaux diplomatiques, les canaux de communication, parce que tous les problèmes, il n'y a aucun problème sur cette terre-là qui ne puisse se régler. Mais pour pouvoir régler ces problèmes-là, ce n'est que dans la discussion, dans la négociation que cela peut se faire. Mais il y a une chose qui est très importante qu'il faut que je puisse dire, parce que le maintien de la communication par l'État ivoirien avec l'État burkinabé, pour qu'aujourd'hui on puisse assister à la restitution des 2 gendarmes ivoiriens, montre que la diplomatie ivoirienne reste véritablement centrée sur la protection des citoyens ivoiriens, mais plus loin de la protection des forces et de défense et de sécurité. Parce que ne l'oubliez pas, lorsque les Ivoiriens étaient coincés dans le Maghreb, notamment en Tunisie, la Côte d'Ivoire n'a pas abandonné ses ressortissants. Des avions ont été affrétés pour aller chercher ces Ivoiriens bloqués là-bas. Lors de la crise des 49 soldats qui a duré autour de 6-7 mois par là, la Côte d'Ivoire n'a jamais abandonné ses soldats. Les 2 soldats, malgré les 1 an qui sont restés au Burkina. 15 mois même. Oui. Avec 15 mois. Ça voilà, 15 mois. Voilà. Malgré cela, la Côte d'Ivoire n'a jamais abandonné ces 2 soldats. Et Christelle, j'aimerais le dire à la face du monde. Si je n'étais pas né ivoirien, j'allais en vouloir au bon Dieu. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis encore fier d'être ivoirien. Et je resterai toujours fier d'être ivoirien. Pour chuter, cet incident, pour ma part, souligne un fait très, très important. C'est le lieu pour notre État, mais pour la sous-région, de discuter de, comment on appelle ça, de la limitation de nos frontières. Parce que c'est important en fait. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive véritablement à délimiter clairement nos frontières pour qu'on sache à qui appartient X territoire, à qui appartient Y territoire. Pensez-vous que c'était le nœud du problème, Daouda? Mais ils ont été arrêtés pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins, n'est-ce pas? Ils auraient dépassé donc les limites. Est-ce que vous vous rappelez que des soldats burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais ils ont été raccompagnés par les soldats ivoiriens à la frontière? Parce qu'on estimait que les liens qui nous unissent sont des liens séculaires. Donc si aujourd'hui, eux ne veulent plus comprendre cela, il est important qu'on délimite
J'ai même envie de dire, pourquoi on ne ferait-nous pas comme Donald Trump? On va mettre un mur, au moins on saura que quand tu dépasses, quand tu vois ce mur, tu ne dois plus passer. Est-ce que nous en sommes... Peut-être qu'on va y en arriver. Parce que juste aujourd'hui, pour terminer, ça va nous éviter les exploitations illégales des deux côtés. Ça peut être du côté burkinabé comme du côté ivoirien, mais aussi ça va nous éviter ce genre d'événements. Très bien, Daouda. Herman, quel est votre point de vue là-dessus? Et pourquoi, selon vous, la détention des 2 gendarmes a pris autant de temps? On aurait dit que c'était juste, les raisons étaient connues, ils poursuivaient donc des orpailleurs clandestins. Ou est-ce la tension qui, à un moment donné, était un peu trop forte entre les 2 États? Quel est votre point de vue? Pour faire comme mes prédécesseurs, disons que c'est pour laisser le temps à la diplomatie ivoirienne de bien fonctionner. Mais pour être plus sérieux, je trouve qu'il est indéniable que la diplomatie telle que initiée par le président Ouattara, elle est discrète, c'est surtout, moi je ne parlerai pas de l'efficacité, parce que les faits sont là, elle est beaucoup discrète. L'efficacité, c'est-à-dire non, je dis que je ne parlerai pas de l'efficacité, les retombées sont là. Je pense que dans une diplomatie, c'est 2 parties qui s'engagent. Donc, qui sont là à échanger pour régler les différends. Donc, si une partie estime que sa diplomatie est efficace, l'autre aussi, qui a eu l'oreille attentive, a une diplomatie aussi efficace. Et comme je constate, ça, on peut le dire, que la diplomatie, la méthode Ouattara est discrète. Ça veut dire qu'à aucun moment, effectivement, malgré souvent les dénonciations d'accusations et autres contre l'État ivoirien, contre ce que notre président ferait, on n'a jamais vu la Côte d'Ivoire faire des positions, ou bien le président lui l'a dit, voilà, porter la voix, le faire. Okay. Mais, et je suis quand même très, très heureux, hein, parce que nous, on l'a dit ici, je suis heureux de cette haute dommage de Daouda aujourd'hui, qui voit que ce n'est pas forcément en tambourinant, parce que ici... Je vois que tu aimes bien citer mon nom à chaque fois. Tu te sens bien avec mon nom. Allez, vas-y. Si ça peut te faire plaisir, Daouda, je vous en prie. Chacun ici utilise en fonction des chiffres. Herman, allez-y. Tu peux parler sans me citer, Herman. Je vous en prie, Daouda. En ce moment-là, tu ne viens pas. Continue. S'il vous plaît, messieurs. Est-ce qu'on peut aller à la... Oui, Daouda, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Mais il peut parler sans me citer. Daouda, laissez. Non, c'est important. C'est pas grave, Daouda. Il vous a cité, il ne vous a pas taxé de quoi que ce soit, c'est pas grave. Je reviens pour... Revenons à ce que vous disiez, allons droit au but. Je suis tout de même heureux de cette haute dommage de Daouda à l'endroit du président. Bon, je vous ai dit que je ne veux pas qu'il me cite. Daouda, laissez-le s'exprimer. Après, vous aurez la parole, rassurez-vous. C'est pas grave, il peut vous citer, c'est pas grave. On est sur un plateau, Herman, permettez, on est sur un plateau, on peut utiliser les propos des uns et des autres pour rebondir, c'est pas grave. Allez-y, Herman. Donc, je dis et je répète que je suis heureux de cette haute dommage de Daouda à l'endroit du président Ouattara pour dire que ce n'est pas en tambourinant, parce que par plusieurs fois ici, il a tensé le gouvernement le gouvernement burkinabé, souvent les dirigeants de l'AES, parce que, justement, leur méthode ne rencontrait pas ces attentes. C'est pour dire qu'au-delà de tous les cris, les chefs d'État, ils ont leur approche qui est diplomatique. Donc, le président Ouattara le fait aujourd'hui, on salue que 26 mois après, nos soldats, nos compatriotes retrouvent leur famille. C'est pour cela qu'il faut, pour moi, c'est toujours faut laisser la chance aux diplomaties, malgré ce qu'on entend et autres. Tant qu'il n'y a pas eu de rappel des ambassadeurs, des diplomates, il y a toujours que ce lien-là, cette relation-là se poursuive. C'est là que je voulais terminer. Très bien. Alors, tu peux avoir la parole après oui, bien sûr, on va tourner, mais écoutons Sarah. Tel que nos amis le disent sur le plateau, la méthode Ouattara fonctionne parce qu'il n'y a pas de voix plus haute que celle de l'autre. On laisse l'autre parler, on le laisse dire ce qu'il a à dire, mais en backstage, il y a un travail diplomatique qui est fait et les résultats, nos 2 compatriotes sont de retour au pays. Tout à fait. Un travail diplomatique assez discret d'ailleurs. Et je tiens aussi quand même à souligner et remercier la médiation togolaise dans cette histoire qui a joué un rôle assez clé. Et puis surtout, on se réjouit aujourd'hui, c'est une nouvelle très positive, notamment pour les familles respectives de ces 2 gendarmes. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est un peu une histoire qui a comme un air de déjà-vu.
C'est-à-dire Parce que cela arrive souvent, en fait, que des forces de l'ordre, et je dois le citer tout à l'heure, des pays voisins se retrouvent en Côte d'Ivoire et de même que des Ivoiriens se retrouvent dans les pays voisins. Voilà, donc c'est le cas de ces deux gendarmes s'était retrouvé par mégarde de l'autre côté de la frontière en pourchassant des orpailleurs. Donc pour moi se pose vraiment aussi, je pense, une fois que cette histoire est résolue, que les gendarmes sont rentrés, la question effectivement du tracé des frontières. Autrement, on va se retrouver dans un scénario qui pourrait se reproduire encore une fois. Ouais. Alors, donc il faut vraiment trouver, je pense, des solutions pour savoir comment on pourrait matérialiser en fait une bonne fois pour toutes ces frontières. Bon, je partage peut-être pas l'avis de Daouda sur la construction de murs. Je trouve que c'est assez. Mais comment, selon vous, on arrive à résoudre cette problématique de tracé de frontières pour que le soldat burkinabé, lorsqu'il traverse, ils se rendent compte qu'ils sont en territoire ivoirien et vice-versa. Oui, alors ça doit se faire au niveau communautaire. Est-ce que, si j'ai bien compris, il y a une commission qui a été créée pour ce sujet, justement, pour y pallier. Tout à fait. Exactement. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre seul. Et ça doit être la priorité aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que ces incidents sont récurrents, ils sont amenés à se reproduire. On se rappelle d'autres incidents similaires qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc, à mon sens, c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Oui, on salue la diplomatie ivoirienne. On remercie aussi la médiation togolaise. Et puis surtout, prenons le temps un petit peu de se réjouir. Ça fait quand même plus d'un an que ces gendarmes sont retenus de cette libération, j'ai envie de dire. Et puis surtout, voilà, un salut aux familles des deux gendarmes. Alors Pascal, pensez-vous que justement avec la libération de ces deux soldats, les relations ivoiro-burkinabé vont in fine se réchauffer, parce qu'il a fallu bien sûr avoir peut-être une oreille attentive également du côté du Burkina pour qu'on arrive à ce résultat. Pensez-vous qu'on pourrait arriver à une autre vision de la chose du côté burkinabé? Christelle, il est arrivé ici en Côte d'Ivoire qu'on ait organisé, même avec l'Assemblée nationale, des sessions communes avec le Burkina Faso. On avait les TAC à l'époque. Oui, les TAC, c'est ça. On a connu donc pendant de longues années des périodes non seulement de coopération, mais de grande fraternité. Le traité d'amitié de coopération. C'est ça, le TAC, et de grande d'amitié, de fraternité, de coopération économique. Mais quand vous regardez les deux pays, les communautés sont tellement imbriquées. Peut-être qu'à l'issue de ce Abidjan Border Forum qui s'est tenu en octobre, il y a quelques petites semaines, donc 2024, sous la houlette du Premier ministre et du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vrai, sur l'ensemble des kilomètres qui délimitent un territoire, qui peut affirmer qu'au centimètre près, les uns ou les autres ne débordent pas? Donc il y a ce qu'on appelle les no man's land. Le contexte, c'est qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs. Donc on peut aisément imaginer qu'à un moment donné, ils ont perdu la notion de ce dépassement des frontières. Parce que c'est de la broussaille, c'est de la forêt. Donc ça peut arriver. La libération qui a eu lieu et le temps mis pour les libérer pose à interrogation. Moi, je pense au contraire que ça a mis un petit peu trop de temps. C'est mon point de vue. C'est la question que je posais en main, pour juste une question où l'enquête a permis de révéler que c'était indépendant de leur volonté, on aurait pu le faire assez tôt. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cependant, puisque tout le monde a bien noté que l'enjeu, c'était le tracé des frontières, oui, il se peut qu'on dépasse de quelques mètres, quelques kilomètres les frontières, mais enfin, à un moment donné, peut-être que le Abidjan Border Forum que j'évoquais à l'instant va mettre en place des dispositifs pour qu'il y ait vraiment des alertes de l'informationnel tout au long d'un certain nombre de points névralgiques pour dire qu'attention, vous êtes en train de rentrer en territoire autre, en territoire, ça peut être au Libéria, ça peut être au Burkina Faso, en Guinée, en tout cas en territoire limitrophe. Il faudrait que les États se mettent d'accord pour que ce no man's land-là soit une espèce de sas qui permette de, certes, franchir sa frontière, mais de savoir qu'on n'est pas encore arrivé à un point de non-retour au regard des conclusions que peuvent avoir eu ce forum qui s'est tenu, je le répète, à Abidjan. Alors, Daouda, au-delà de votre point que vous allez faire tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez réagir également sur ce problème des frontières. Vous parliez du mur. Mais est-ce qu'il est réalisé en l'état actuel des choses, Daouda? En fait, l'idée pour moi, c'est pour la question du mur. Je sais que Sarah
tu as été estomaqué parce que tu es un peu peut-être traumatisé par Donald Trump, mais non, c'était juste une boutade comme ça. Ah d'accord, Voilà, tu me c'était juste une rassures. boutade. Sois rassuré, ça n'avait rien à voir. Ça donne à Voilà. réfléchir. Mais en il tout faut, cas. je me dis que la question des frontières, il faut véritablement pouvoir en discuter. Oui. Maintenant, pour revenir à mon très cher Ayman, je sais que ton obsession pour moi force l'admiration, sincèrement. Si j'étais une gendarme, j'allais dire que c'était un amour inavoué. Mais je comprends bien. À aucun moment dans mes propos, à aucun moment, je n'ai parlé de la méthode Ouattara. J'ai dit la Côte d'Ivoire, la diplomatie ivoirienne. Voici les mots que j'ai utilisés. Mais je vais aller encore plus loin. Et il est important de le souligner. C'est vous justement, qui, pendant toute la crise la crise des 49 soldats, des 2 gendarmes, qui n'avaient pas caché votre soutien à l'AES de façon claire. Vous avez passé tout votre temps en train de demander à l'État ivoirien de se justifier face aux attaques répétées du capitaine Ibrahima Traoré. C'est un fait sur ce plateau. Vous l'avez fait, vous ne vous êtes pas caché. Et aujourd'hui, quand nous autres, on vient et qu'on vous dit clairement que la méthode, la diplomatie ivoirienne, ça paye, ça ne fait pas de nous des chantres. Le fait de dire que je suis fier d'être ivoirien et que je soutiens mon État, franchement, faire l'ode à sa patrie, c'est tout à fait normal. C'est très cher, frère. Donc, j'aimerais te dire, c'est vous, notamment les soutiens de l'AES, qui avez été incapables de parler de l'affaire des 2 soldats, de dire clairement qu'on les libère. Vous n'avez pas été capable de le dire. Si l'État ivoirien a aujourd'hui fait en sorte qu'ils puissent être libérés, franchement, excusez-nous, on va les chanter. Merci Daouda. Herman, réaction rapidement et on passe à l'autre sujet. Allons-y. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Juste dire à mon cher frangin Daouda de Bois-de-L'eau, parce que je pense que sa voix tremblote un peu. Il était certainement énervé sur le coup, mais dis-toi bien que quand je l'étais convoqué tout à l'heure, ce n'était pas pour ramener une rengaine. C'était juste, comme on a la tradition ici de convoquer par moment des confrères sur le plateau, c'est pourquoi je l'ai fait. Et ce n'était vraiment pas orienté contre toi. Mes propos sur ce plateau, je les assumais, je vais toujours les assumer et je les... Voilà. Donc tu soutiens l'AES? Non, Herman, Daouda, permettez qu'il parle. Je te le Taisez-vous, Daouda, laissez Herman parler. Mais je ne vais pas rentrer dans une polémique de soutien à l'AES ou pas. Aujourd'hui, on est tous heureux que nos 2 compatriotes soldats retrouvent leur famille, et tant mieux. Et ça, je l'ai dit, que je salue la discrétion de la diplomatie de Ouattara, de la méthode Ouattara. Et la méthode Ouattara, il ne faudrait pas avoir honte de le dire, elle fonctionne puisqu'on est arrivé à ce résultat-là. Seulement que je dis, on n'a pas besoin de tambouriner. Et souvent, pendant que Ouattara réfléchissait à faire une approche de médiation assez silencieuse, toi, Daouda, sur le plateau ici, tu t'en sais l'autre partie. C'est de ça. Très bien, merci beaucoup. Le gouvernement ivoirien. Merci, messieurs. Alors, merci. Nous partons maintenant justement avec le classement Time Higher Education. La Côte d'Ivoire intègre ce classement avec 4 établissements. L'Institut universitaire d'Abidjan, l'École supérieure de gestion, l'Université internationale de Grand Bassam, l'Université polytechnique de San Pedro. C'est la première fois que nos universités intègrent ce classement, tandis que les universités anglophones ont l'habitude de caracoler justement dans ce classement-là. Sarah, réaction? Oui, alors là, il s'agit effectivement d'un classement qui est établi par The Times Higher Education, qui est un média britannique spécialisé dans l'enseignement supérieur. Et il me semble que cette année, c'est la 2e édition. Et on se focalise sur, alors il faut le préciser, c'est 129 universités au total d'Afrique subsaharienne, dans 22 pays. Et donc là, on a la liste des 100 meilleurs d'Afrique subsaharienne. Et dans ces 100 meilleurs, il y a l'entrée de 4 universités ivoiriennes. Oui. Donc elles font leur entrée dans le top 100, ce qui est une bonne chose. Quand on regarde, alors il y a 6 indicateurs principaux. C'est le leadership éthique, 2, l'engagement des étudiants, 3, le nombre d'étudiants, 4, les ressources et les finances, il y a l'accès et les équipements, et enfin 6, l'impact sur l'Afrique. Une fois qu'on a dit ça, et quand on regarde un petit peu nos pays voisins, enfin les autres pays qui sont dans le classement, on voit aussi que le Rwanda est rentré, alors cette fois-ci dans le top 10. La Namibie, voilà. Oui, également. Faso, la Côte d'Ivoire. Et je note aussi personnellement l'importance aussi du Ghana, dont 2 universités sont dans le top 10. Et effectivement aussi le Nigeria, ils ont 41 universités dans le top 100. Contre 37 de l'année dernière. 37 l'année dernière, 41 cette année, donc une amélioration en plus d'être absolument présent. Donc on peut se réjouir effectivement, je vais peut-être être un petit peu sévère aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, mais
On peut se réjouir qu'on est enfin dans le top 100. On est sur la place 100, 80, Pas en etc. plus, voilà. Je trouve qu'on est quand même très loin quand on compare à des pays voisins comme le Ghana et quand on compare aussi à la santé économique de notre pays. On est en Côte d'Ivoire l'un des pays où le taux de croissance est l'un des plus dynamiques depuis au moins 5-6 ans d'affilée. Donc une économie en pleine croissance. Mais quand il s'agit de l'éducation, je suis désolée de le dire, mais je trouve qu'on est un peu à la traîne. Donc moi, je ne me réjouis pas forcément de ce classement. Je suis peut-être même un petit peu en colère. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on parle dans les débats politiques de l'IDH, qui est l'indice de développement humain, que certains politiques, notamment du pouvoir en place, n'aiment pas faire référence, il s'agit là d'un indice qui mesure le niveau de vie, la santé et l'éducation. Je finis rapidement sur ce point et il est assez bas en Côte d'Ivoire. Pour vous donner les chiffres, on est passé de la 159e place à la 166e place dans le monde. Ce n'est pas très bon. Je tiens quand même à préciser que Ouattara, effectivement, oui, a fait des efforts extraordinaires quand il s'agit de développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le nier. Maintenant, quand il s'agit de construire juste des écoles, il faut qu'il y ait la qualité de l'enseignement qui suive. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'adore apporter aussi, pardon, et je termine sur ce point, le cas de la Corée du Sud, qui est un pays qui, en 50 ans, est passé d'un pays pauvre à un pays, l'une des économies les plus puissantes du monde, parce qu'ils ont seulement investi en priorité massivement dans le secteur de l'éducation. Et aujourd'hui, ils ont des élites extrêmement qualifiées qui dirigent leur pays. Donc pour moi, l'éducation, c'est vraiment une question clé. Et quand dans les débats politiques, on attaque un petit peu le pouvoir en place sur ce sujet, il faut pas mal le prendre, mais juste se dire, voilà, on a réalisé de belles choses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans le secteur de l'éducation. C'était vraiment mon point ce soir. Je tenais juste à le Merci beaucoup, Sarah. Alors, Herman, qu'est-ce qui fait la différence entre le système anglophone, eux qui sont très habitués à ce classement, et le système francophone? Parce que je pense que c'est ça aussi l'un des enjeux de ce classement. Oui, parce que quand tu regardes le nombre d'établissements, d'universités, d'établissements du supérieur anglophone dans ce top 100-là, c'est impressionnant. Moi, je ne dirais pas que la qualité de notre enseignement ici est mauvaise. Parce que je ne crois pas, quand on regarde même les critères, il n'y a pas... Elle n'est pas mauvaise, elle est améliorée. Non, je ne parle même pas même de la qualité de l'enseignement. Les critères sont bien précis. Il y a d'autres aspects qui intéressent. Par exemple, il y a le nombre d'étudiants, les ressources et les finances, l'accès à l'équité, l'engagement des étudiants, le leadership éthique, impact sur l'Afrique. Rien ici. Donc, je ne crois pas. Parce que lorsqu'on va au CAMES et autres, on voit comment est-ce que nos enseignants, nos chercheurs sont caracoles à la tête. Donc, c'est pas... Moi, j'ai toujours dénoncé, accusé l'évaluation. Parce qu'en réalité, lorsque vous-même vous mettez des postulats pour évaluer les étudiants ou bien des élèves ici, qui les mettent en dessous de la moyenne, parce que moi, je dis toujours ici que le système d'évaluation est mauvais. Du coup, si on regarde ça au niveau international, on estime que... Si l'étudiant mérite d'être en dessous de la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Non, il ne mérite pas d'être en dessous de la moyenne, à moins que l'enseignant qui dispense le cours, lui-même, il n'est pas efficace. Parce que lorsque tu as une classe avec des étudiants là, tant que l'objectif, c'est que les gens assimilent ton cours. Donc, tes étudiants, tu ne peux pas évaluer 800 étudiants, et puis il y a 3 qui ont eu la moyenne à ta discipline. C'est que toi, tu as un problème. Donc, le système d'évaluation, il est mauvais. Mais les 700 autres là, ils ne sont pas mauvais. Ils sont pas forcément mauvais. Il y a ça. Il y a l'inadéquation, je pense, des curricula par rapport aux besoins du marché. Ça, on ne le dit pas souvent. Aujourd'hui, tu vois même dans les établissements qui sont internationaux, ou même au primaire et au secondaire en Côte d'Ivoire ici, qui sont anglophones, comme on le dit là, ils ont des disciplines comme comment créer un projet, comment mener un projet, comment créer une entreprise, comment faire autre chose, pendant que nous, on est dans le dur, tout ce qui est, comment est-ce que Pythagore, Thalès... C'est important, Pythagore. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il faut pouvoir l'adapter à nos réalités et pouvoir l'adapter aux besoins. Et ça, je trouve qu'il y a un véritable problème. On a fini les assises sur l'éducation. Il faudrait qu'on pense aussi comment est-ce que réformer nos curricula pour pouvoir les adapter et surtout nos systèmes d'évaluation. Élisée, votre point de vue justement sur le sujet. D'accord. Moi, je pense qu'il faut être regardant sur les critères. Parce que pour pouvoir être objectif dans un jugement, il faut regarder les critères. Regardons les critères ensemble. Oui, moi, quand je regarde déjà les critères... Sur 5 piliers. Ressources et finances,
Accès et équité, engagement des étudiants. Bon, je pense qu'avec les récents événements qu'on a vécus ici, à ce niveau-là, tout le monde peut déjà déduire que ce critère, même, on est déjà en bas. Engagement des étudiants, leadership, éthique, impact sur l'Afrique. Quand on regarde ces critères, je peux comprendre notre positionnement. Pourquoi? Nombre d'étudiants même. Moi, je peux comprendre notre positionnement. Impact sur l'Afrique. Aujourd'hui, quel est l'impact de nos universités sur l'Afrique en réalité? Quand on parle d'impact sur l'Afrique, je pense que c'est en termes d'innovation, de création de quelque chose qui a contribué à faire avancer le continent. C'est un module qu'on apprend aux étudiants. On n'est pas très avancé. Ça, c'est une réalité dessus. Quand on nous parle d'accès et équité, on sait un peu, ça veut dire que ça, c'est un secret polichinelle. Souvent, l'accès dans nos établissements supérieurs et autres, parfois, vraiment, je dis, ce n'est pas l'aspect le plus transparent possible qui existe. Hein. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il y a quand même quelquefois des failles, des choses qui ne sont pas très catholiques. Et si on va sur la base des financements, de ressources et finances, il ne faut pas perdre de vue. Aujourd'hui, quand même, il y a eu des efforts qui ont été faits pour accorder un peu plus de budget à l'enseignement supérieur et à l'éducation. Mais ne perdons pas de vue qu'on vient de 30 décennies, voire presque 35 années de crise qui ont miné l'éducation, qui ont miné tous les secteurs, y compris l'éducation. Donc même avec la bonne volonté des autorités, arrivé à un certain moment, c'est un gap qu'on ne peut rattraper qu'après plusieurs décennies également. Parce que s'il fait 35 ou 30 ans de crise, il ne faut pas espérer rattraper ça en 10 ans. C'est archi faux, tu ne peux pas. Parce que c'est un gouffre que tu as créé. Donc le temps de remplir ce gouffre, ça nous prend du temps. Mais moi, je vais regarder le verre à moitié vide, pardon, le verre à moitié plein. Autant ces critères sont donnés et qu'ils ne sont pas classés dans, comment on appelle ça, ces universités comme il se doit, comme Sarah l'indiquait tout à l'heure. Mais je me pose bien la question, tous ceux qui ont ces bons résultats, donc qui ont une éducation très accélérée, comment se fait-il qu'ils ont du mal à pouvoir nous dépasser en termes de croissance économique? Parce qu'ils ont suffisamment d'intelligence. Donc je pense qu'en termes de régénération, de création de revenus et de richesses, ils doivent vraiment aller très vite. Parce que c'est ce qui est logique. Si vous avez si vous avez l'intelligence, si vous avez tout le contenu qu'il faut, la logique voudrait réellement que vous soyez en tête sur l'aspect économique. Mais on regarde. Ça va bien dans l'éducation et tout ça. Mais ceux qui sont derrière sont en train de... Il faut regarder la présence aussi de ces personnes sur le continent. Il faut regarder le verre à moitié vide. Aujourd'hui, il y a des efforts à faire, pardon, à moitié plein. Aujourd'hui, il y a des efforts à faire dans le secteur. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître quand même que nous, à notre niveau, on est en train de bien avancer. Je suis obligé de vous stresser parce qu'on doit aller au pas de course. Cet invité doit rentrer. Moi, je peux laisser ma parole. Je peux laisser la parole. On termine avec vous, Pascal. Très rapidement, Elisa dit la majeure partie de ce qu'est mon point de vue. Je voulais juste demander aussi aux parents, quand ils ont envie d'envoyer leurs enfants dans des universités, de ne pas toujours penser à l'Occident. Si ce classement, qui soit dit en passant, est fait par des Anglais qui forcément n'ont pas toujours le même prisme que nous. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'universités anglaises qui sont bien placées. Ne soyons pas trop naïfs. Je ne mets pas en cause la crédibilité voilà, de leur classement, mais je veux dire, quand voilà, faut relativiser, surtout au regard des critères. Et surtout, moi, j'invite tous les parents africains à regarder dans les universités intra-africaines pour faire des échanges. Pour moi, ça contribuera à l'essor d'une vraie intelligentsia africaine. Du coup, c'est maintenant que vous rêvez, Daouda. Non, c'est pas ça. En fait, c'est juste une petite phrase. Parce que souvent, moi, les classements, tout et tout, ça m'a toujours inquiété, en fait. Les classements, généralement, je ne sais pas comment ils ont fait le classement. On a donné les critères tout à l'heure. Même si les critères ont été donnés, Christelle, excuse-moi, c'est un peu comme les élections Miss. C'est ceux qui vont se présenter qui sont les plus belles femmes. Bon, c'est votre point de vue. Dans tous les cas, le concret, c'est que Time Higher Education accueille pour... Prisme anglais. OK, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça nous pousse à travailler, à nous mettre, en tout cas... Challenge, oui, voilà, ça nous challenge. Et on va revenir en Côte d'Ivoire parce que là, on était dans le prisme anglophone. Voilà. Merci Sarah, merci Herman et tous les autres pour vos différents points. Je suis obligée de courir, hein. Pas que je suis contre quoi, mais je suis obligée de courir à cause de l'invité qui est là. Il s'agit de M. Vassindou Cissé. Il est maire adjoint de Bagnolet en charge des espaces verts et de la condition animale. Alors Bagnolet, c'est en France, c'est pas en Côte d'Ivoire. Il est président du Centre intercommunal d'action sociale de Bagnolet, Romainville et de l'EFAD public les 4 saisons. On vous avait déjà eu sur ce plateau. Au mois de juin dernier. Au mois de juin dernier, vous parlez justement des élections. Et avec vous, on va regarder un peu ce qui se passe en France. Alors, cette lecture de motion de censure du gouvernement Barnier, nommé le 5 septembre, on le considère comme l'un des premiers ministres les plus éphémères avec ce qui s'est passé, je crois, en 1962. C'est là où on a eu déjà la première censure. Et quelques années après, je n'ai pas le compte, les mathématiciens aidez-moi,
Nous sommes en 2024, censure du gouvernement Barnier, alors que pas mal de personnes portaient beaucoup d'espoir, fondaient beaucoup d'espoir en lui. 42 ans. Oui, 42 ans. Merci, Herman. Merci, madame. Monsieur le maire, oui. Sur votre plateau. Avec beaucoup de plaisir. Et effectivement, j'étais là le 28 juin dernier, on avait parlé d'élections législatives. Tout à fait. Et c'est vrai que tous les sondeurs donnaient le Rassemblement national en tête de ces élections, et finalement, c'est le NPF qui l'a remporté. Oui, la coalition. Moi, personnellement, je me réjouis de cette censure de Barnier. Pourquoi? Je m'en réjouis parce que je considère que Barnier est issu du Parti des Républicains qui a 47 députés, alors que le NPF en a presque 200. Oui. Donc logiquement, c'est le NPF qui aurait dû, le premier aurait dû sortir des rangs du NPF, mais le président Macron n'a pas respecté le choix des électeurs, et donc on s'est retrouvé dans cette situation. Donc moi, je me réjouis que Barnier soit tombé. Et vous le mettez encore dos au mur, là? Dans tous les cas, chacun devra assumer ses responsabilités. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, les élus, les députés, donnent l'occasion au président Macron de se racheter, de respecter le choix des électeurs le 7 juillet dernier. Voilà. Très bien. Donc, Question, si on vous suit bien, c'est juste une censure, pas pour inefficacité, mais une censure parce que vous estimez que, parce que vous étiez majoritaire, le Premier ministre devait venir de vos rangs. Pas que. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que Barnier aussi est tombé, c'est parce que la politique qu'il voulait mettre en place ne répondait pas aux attentes des électeurs. Si toutes les oppositions se sont mis d'accord pour faire tomber Barnier, c'est parce qu'on considère aujourd'hui que la politique que Barnier était en train de mettre en place allait encore fragiliser les plus faibles, les plus précaires. Quels sont justement les points que vous reprochez? Herman, on ne va pas bloquer la parole, hein, il y a d'autres... Allez-y, mais répondez, c'est pas grave. Mais justement, les impôts, la fiscalité allaient peser sur les plus pauvres. Ah. C'est aussi pour cela que Barnier a été censuré. Très bien. Je dis Pascal. Sarah? Oui. Bonsoir, Monsieur Cissé. Moi, je rejoins tout à fait votre analyse dans le sens où le président, aujourd'hui, est isolé, je trouve, de manière assez exceptionnelle par une situation qu'il a lui-même créée quand il a nommé un Premier ministre de droite avec apparemment des idées d'extrême droite, alors que c'est le NFP, l'Union des partis de gauche, qui a remporté les législatives que lui-même a d'ailleurs lancé à la surprise de tous. Quelles sont aujourd'hui les options possibles, les options présentées au président Emmanuel Macron, sachant que certains l'appellent à la démission et qu'on a toujours 2-3 blocs complètement distincts et qu'on tous un peu, il n'y a pas de majorité absolue qui a été obtenue à la suite des législatives. Donc sans majorité absolue et avec des partis qui se tiraillent et qui ont des idées diamétralement opposées et impossible de faire des compromis dans tous les sens, est-ce que vous voyez une issue à ce problème, sachant qu'on a un budget à valider? Alors on n'est pas comme aux États-Unis, je sais, les fonctionnaires seront payés, etc. On va répondre à la question. Mais il y a quand même un impact économique assez important, une instabilité dans laquelle la France se situe aujourd'hui, qui est quand même assez historique. Bien sûr, le président Macron est lui-même responsable de cette situation. Oui. Moi, je suis pour l'aspect des institutions républicaines, donc je ne considère pas que Macron doive démissionner. Mais par contre, ce que je dis, c'est que, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un choix des électeurs le 7 juillet dernier. Le choix des électeurs, c'était sur un programme. Oui. Ce programme-là, c'est le programme du NPF. Oui. Donc, il faut nommer Lucie Castet pour que ce programme soit mis en œuvre. Moi, c'est ce que je dis. Mais ça paraît impossible, Lucie Castet. Élisée, question? Faire ce compromis. D'accord. Moi, je voudrais en fait qu'on se projette. Hein. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, c'est quoi qui pourrait être la porte de sortie? La porte de sortie, je pense que c'est le respect du choix des électeurs, tout simplement. C'est ce que je dis. Ça veut dire quoi? Donc un Premier ministre qui vient du NPF, NFP, pour moi, c'est ça. Le NPF, aujourd'hui, est le parti qui est arrivé en tête des élections législatives. C'est vrai que Macron, avant de dissoudre le gouvernement, il a une majorité relative. Bien sûr. Donc aujourd'hui, cette coalition-là doit aller de la gauche jusqu'au centre-droit pour justement proposer une alternative à Barnier. Il y a des visages qui se dégagent. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a des noms qui reviennent? C'est ça. Lucie Castet. De toutes les façons, le NPF proposait Lucie Castet. À un moment donné, il était question de Cazeneuve. Oui. Peut-être qu'on pourrait explorer cette option-là, Cazeneuve, qui est un homme de gauche. Qui a été... Gauche, il est toujours de gauche. Cazeneuve est toujours de gauche. D'accord, Pascal. Vous êtes à Bagnolet. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que le NFP, qui comprend en son sein, si je ne m'abuse, le LFI, n'a pas gagné les élections et que c'est plutôt le Rassemblement national qui mène le jeu et donc que le futur Premier ministre devrait être issu de ses rangs? De toutes les façons,
chacun peut dire ce qu'il veut. Mais quand on regarde les chiffres, le RN a 125 députés. La coalition de NFP a presque 200. Elle n'a pas volé en éclat, cette coalition? Pour l'instant, non. Pour l'instant, elle n'a pas volé en éclat. Il y a certes des désaccords entre les acteurs du NFP, mais je pense que pour l'intérêt de la France, on est capable chacun de mettre de côté son ego pour aller à l'essentiel. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un peu, vous qui êtes dans le sérail politique, comment est-ce que vous voyez un peu l'attitude un peu du gouvernement français, les décisions du président Macron, l'impact justement sur ses relations avec l'Afrique francophone? Est-ce que tous ces atermoiements justement ne diminuent pas son influence en Afrique francophone? Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. C'est qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre son influence en Afrique de l'Ouest notamment. Les dernières bases françaises en Afrique se trouvent en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Au Djibouti, qui ont le plus grand également, nombre, on demande, le président sénégalais demande aujourd'hui à la France de plier bagages. Le Tchad. Le Tchad également, ça a été fait. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste de la France-Afrique? Il ne reste rien. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi donner la possibilité aux Africains de s'assumer. Ce qui n'a pas été fait par tous les présidents français qui sont passés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, si vous aviez un dernier mot. Le dernier mot, c'est que moi, je pense que pour l'intérêt de la France, nous devons être capables de mettre de côté nos égos pour aller à l'essentiel. Voilà. On a besoin de voter un budget. Il faut qu'on respecte le choix des électeurs. Le problème du NPF, qu'on puisse le mettre en œuvre, en allant de la gauche vers le centre droit, mais en excluant le Rassemblement national. Voilà ce que moi je propose. Et le président Macron s'exprime ce soir. Il s'est exprimé. Voilà. Il a plutôt lu pour un gouvernement technique, mais c'est parce que les législateurs ont décidé. On verra bien, on suivra bien donc cette affaire de très près. Merci d'être venu nous parler justement de la censure sur le gouvernement Barnier. Vous êtes M. Vassindou Cissé et vous êtes maire adjoint de Bagnolet en charge des espaces verts et de la condition animale. Merci beaucoup. En seconde partie de ce temps d'antenne, ce qu'on n'a pas pu faire avec Herman Labois en ligne, on le fera, il est là, on fera le point donc de sa participation à ce salon écologique à Paris. Et ensuite, nous parlerons de responsabilité collective dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ça sera avec Madame Djali Amadou Amal, écrivaine internationale. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis, comme j'aime à le dire, sont toujours là. Sarah, je dis Marius, oui. Sarah Herman, Pascal, Élisée Daouda nous a quittés. Mais voilà. On comprend le fait que vous voulez appeler Herman Marius comme vous. Ah bon, comment? Très souvent, ils ont les mêmes pensées. Donc souvent, on pense que c'est la même personne. On veut continuer. C'est votre soirée, c'est votre soirée. Décidément ce soir, Herman. D'accord. En tout cas, merci d'être avec nous, les amis. À l'entame de ce temps d'antenne, on parlait justement du salon Polytech. Herman y était. On a tenté en vain, n'est-ce pas, d'avoir une connexion avec lui sur 2 jours. Mais bon, il est là, il nous fera le point. Alors, le salon s'est tenu donc au Parc des Expositions à Paris, Porte Versailles. C'était les 26 et 27 novembre dernier. Herman, vous y étiez. Alors, que retenir justement de ce salon-là, Herman? D'abord, il faut savoir que c'était 2 jours de rendez-vous des acteurs de la transition écologique. À ce salon, ce qui est intéressant, des opérateurs privés comme des personnalités qui viennent souvent d'autres pays comme la Côte d'Ivoire peuvent trouver des solutions pour régler des questions, des préoccupations sur la question d'assainissement, de salubrité et autres. Et à ce salon-là, on a vu, voilà. Je vais les prendre pour vous. Oui. On a vu qu'à partir de déchets, même de fèves, je prends celui-là déjà, mais celui que tu portes, le bloc que tu as, c'est à partir de déchets de fèves de café que des Coréens, des entreprises coréennes ont réussi à faire ce bloc-là qu'on peut utiliser dans la construction. Et c'est bien lourd, pour les pavés. Et lorsque la délégation ivoirienne que j'ai pu suivre est allée à leur stand, mais ils ont dit, mais la Côte d'Ivoire, vous êtes 3e pays producteur, on en a un peu ri. Ça veut dire que vous comprenez que dans nos champs et autres, dans nos plantations, on pourrait économiser sur la destruction des forêts. On brûle, et des gens font de cela des innovations qui sont
vraiment intéressant quand on parle de transition écologique. Est-ce que vous avez là celui-là maintenant, que je tiens, il appelle on va peut-être le sortir de son un pack. béton de bois. Il n'y a pas de carbone dedans. On l'utilise dans la construction aussi. En termes d'isolation, ça doit donner des performances exceptionnelles. C'est des déchets de bois, des bois qui restent, des fragments de bois qui restent, des débris de bois qui restent dans les champs, dans les forêts, qu'ils utilisent pour faire cela. C'est pour dire que on a toutes ces richesses-là. On trouve des solutions vraiment quand il s'agit de transition écologique à ces rendez-vous. J'ai aimé le gouvernement ivoirien qui, à travers le ministre Bouaké Fofana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, Minas, qui a dépêché une délégation là-bas pour aller observer effectivement. Et surtout, j'ai vu que cette délégation s'est intéressée aux solutions, notamment pour l'assainissement. Vous savez bien qu'on construit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a généralement dans nos quartiers, il y a des lotissements, mais il n'y a pas de caniveau. C'est une question préoccupante. Et même la question de la gestion des ordures qu'on a, des déchets et autres, ça a été évoqué. Et ça, je pense que quand j'ai vu les éléments de langage que sortait la délégation qui était conduite par M. Hatzin, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère, on a vu que vraiment c'était une préoccupation du gouvernement ivoirien, de M. Bouaké Fofana. Ces genres de rendez-vous, je pense, ça permet de partager les connaissances, les expériences, et ça permet aussi bien à ceux qui ont besoin de solutions pour régler des questions. Moi, je ne parle pas, vous savez que les COP et autres, c'est des endroits où, de façon générale, on réfléchit sur des solutions pour sauvegarder la planète. Mais ces genres de rendez-vous-là, on a des solutions, des produits qui peuvent permettre d'aider les populations dans leur quotidien. Élisée, une question pour vous, Élisée. D'un premier temps, c'est à la porte de Versailles que ça a eu lieu, c'est ça? Parc des expositions de porte de Versailles. Ah d'accord, non, c'était juste pour dire que je suis passé avant toi. Mais non, on peut continuer. Je voulais revendiquer les frais d'émission parce qu'on n'avait pas pu te joindre au téléphone, mais maintenant que tu as fait le compte rendu, je vais te le laisser. Voici la preuve qu'il y était. Non, c'est mon type. La question est la suivante. Oui. C'est vrai que là, la délégation ivoirienne a profité un peu de tout ce qu'elle a pu voir. Ce que je voulais savoir, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a présenté un projet ou bien on a présenté des solutions made in Côte d'Ivoire qui puissent être aussi ou qui ont été appréciées par les acteurs de ce salon? Ou on a été juste comme, je dis, des observateurs, on est allé juste s'informer? Pour cette fois-ci, je crois bien qu'on a été observateurs. Vous savez qu'il y a des questions, comme j'ai dit, urgentes qui intéressent le ministre. Bouaké Fofana, il a envoyé une délégation pour ça. Il y a des opérateurs privés aussi qui sont souvent des partenaires sur des projets du gouvernement qui étaient là-bas pour trouver des produits qu'ils pouvaient proposer. J'ai vu par exemple l'entreprise En Vie Pure qui était représentée. Il y a eu aussi CLIS. Eux, ils sont essentiellement dans le traitement des eaux, dans l'assainissement et autres. Donc, qui partaient chercher de nouveaux produits. Et quand vous partez, les gens, à partir de rien, réussissent à trouver des solutions. Et surtout que nous, on en a à foison chez nous. Il faudrait qu'on pense aussi, comme vous le dites, à trouver des solutions pour pouvoir aider, les proposer à ces gens de forums-là. La Côte d'Ivoire peut le faire. Élisée, petite relance avant Sarah et Pascal. Oui, Eman, vous qui avez été sur le salon, qui avez certainement vu tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que l'une des alternatives qui pourrait nous aider, c'est d'offrir l'opportunité peut-être des startups au niveau national de prendre part à ces salons-là pour pouvoir ouvrir leur esprit et puis nous développer des solutions sur place? Oui, mais je crois bien que, d'ailleurs même, il y a eu 60 startups, 8600 exposants. Non, 60 startups. Mais il y en avait ivoiriennes qui étaient là-bas ou pas? Il y a des délégations ivoiriennes que j'ai vues, les opérateurs qui étaient là, les privés sont partis aussi chercher des produits. Et je leur ai même dit, quand tu regardes les gens de blocs qui sont là, oui, on peut aussi pouvoir débris de bois, c'est ça, le faire. Des débris de bois. Ils appellent ça du béton de bois. Et ça, c'est ça, c'est avec les déchets de fèves de cacao, de café. Et on peut construire avec. On peut construire avec ça. Donc, je veux dire, on a des solutions au lieu de les brûler. Même la question des tri des déchets qu'on pourrait utiliser à d'autres fins. Il y a des entreprises, des opérateurs ivoiriens sur place
qui essaient de se débrouiller à aller dans cette transformation-là de ces produits pour créer des énergies à partir des énergies renouvelables. Mais il y a toujours cette préoccupation. Il faudrait que ça soit une décision politique et la chose doit se faire de façon globale. Sarah, question Herman? Oui, bon, déjà, merci beaucoup Herman pour le partage de ton expérience et on sent aussi la passion derrière. Finalement, l'écologie, on a envie de se dire, c'est un peu l'affaire de tous et surtout, on voit clairement l'importance que ça peut avoir sur nos économies parce qu'à partir de ressources qui sont déjà grandement disponibles dans notre pays, tu parlais de fèves de cacao, des bris de bois, etc., on peut créer des choses extraordinaires. Voilà, on a besoin aussi, je pense pour cela, de la recherche, du développement. Est-ce que tu ne penses pas que ce genre de partenariat, tu citais la Corée du Sud, qui avait trouvé ces exemples-là, ne serait pas intéressante pour nous, pour développer, voilà, le savoir-faire existe. Donc pour moi, c'est typiquement le genre de partenariat qu'on pourrait développer pour avancer. Bon, moi, je pense que si la Côte d'Ivoire envoie une délégation pour suivre ces genres de forums-là, forcément, il y a l'option de pouvoir faire du réseautage, trouver des partenaires. Et je crois que cette délégation, les membres là se sont vraiment baladés au travers des stands à discuter avec tous ces opérateurs. Je crois que c'est ce partenariat-là. Surtout que les produits de base, souvent, c'est chez nous qu'on trouve. La Côte d'Ivoire est le troisième pays producteur de café. Et quel est le coût, justement, il n'y a pas un coût associé Sarah, on a un invité, je vous en prie. Non, je n'ai pas cherché le coût, mais déjà, il faut se dire que les innovations, les solutions en termes de transition écologique, c'est toujours plus durable et plus économique. On termine avec un dernier mot de Pascal avant de recevoir notre invité. Pascal? Mon dernier mot, c'est que je suis très impressionnée par le bloc Je savais que ça allait t'impressionner. des résidus non, pas de bois, de café. J'espère que vous avez pris les contacts et que le ministère va faire une restitution, en tout cas donner accès sur son site, le lien ou directement le lien de ce salon Pollutech pour que nos jeunes entrepreneurs puissent y aller et faire des contacts directs. Merci beaucoup Pascal. Nous allons recevoir maintenant Madame Djali Amadou Amal. On parle avec elle. Merci Herman pour ce magnifique point. Merci beaucoup. Et bravo pour votre vision écologique qui vous fait bouger dès qu'on parle d'écologie. Cela n'enlèvera rien au fait qu'il doit partager. Élisée, vous n'avez pas la parole. Merci. La responsabilité collective dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est avec elle, Djali Amadou Amal, qu'on en parle, les stratégies et challenges. Merci d'être venu ce soir. Lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, très souvent, ce sont des thématiques qui sont connues, que tout le monde porte. Mais à chaque fois, je demande toujours à celles qui portent les projets, est-ce que ça part d'une histoire personnelle avant de pouvoir l'attraper, le porter comme vous le faites, ou c'est juste une thématique que vous avez, que vous aimez ou appréciez? Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Pour ma part, oui, ça va d'une histoire personnelle puisque j'ai été également victime des violences conjugales, victime également de mariage précoce et forcé. Et je pense que c'est tout cela qui m'a poussée aussi à m'engager dans la littérature, dans la société civile et à faire donc de ce combat-là mon combat de tous les jours. Pascal? Je voudrais savoir si aujourd'hui, quand vous parlez de responsabilité collective, vous êtes en train de demander à tous de dénoncer ce qu'ils voient en matière de violence et comment. Eh bien, je pense qu'il est extrêmement... Violence basée sur le genre, bien sûr. Il est extrêmement important que tout le monde, les femmes comme les hommes puissent s'engager dans cette lutte qui est la lutte de tout le monde. Il faut quand même rappeler que la question des violences faites aux femmes est un sujet universel qui concerne le monde entier, peu importe. Toutes les classes sociales, oui. Toutes les classes sociales, toutes les personnes issues de toutes les religions, de tous les continents, bien etc. Sûr. Et donc, si nous ne faisons pas attention, particulièrement nous les femmes, eh bien, je pense que nos filles n'auront même pas des droits que nous avons, nous, acquis, et que nos mères et nos grands-mères ont bataillé dur pour que nous puissions acquérir ces droits-là. Et donc, nous devons rester non seulement vigilantes,
Mais ces questions de violence méritent qu'on les évoque, qu'on en parle à chaque fois, surtout en ces jours de 16 jours d'activisme. Je pense que 16 jours, c'est quand même insuffisant pour pouvoir parler des violences, d'autant plus qu'on voit partout dans le monde le nombre de féminicides qui augmentent, des violences qui augmentent, des viols qui sont impunis, etc. Et tout cela reste évidemment dramatique. Il y a une question Djali Hamadou Hamal, vous qui avez été finalement victime de ces violences-là, à quel moment on doit pouvoir, face à son conjoint, on doit pouvoir se retirer pour ne pas qu'on arrive au drame? Parce que très souvent, ça finit par le drame. Eh bien, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est jamais le premier coup qui vous tue. Ah, les violences conjugales... C'est jamais le premier coup qui vous tue. Hein. Oui. Les violences conjugales commencent toujours petit à petit, insigneusement. Vous avez quelqu'un qui commence à vous oppresser. Pourquoi tu as parlé à telle personne? Pourquoi tu as regardé telle personne? Je ne veux pas, je contrôle ton téléphone, etc. Et puis viennent aussi les insultes. Des insultes qui sont, voilà, qui peuvent être dévalorisantes. Le fait aussi que la personne a une emprise psychologique sur vous. Et cette emprise psychologique, elle vient petit à petit. Et une fois qu'il a donc cette emprise psychologique sur vous et que vous n'arrivez plus à vous débattre, vient donc la première gifle que vous allez accepter sans rechigner. Une fois que vous acceptez, la période de la lune de miel où il devient le meilleur partenaire qui soit. Et il vous fait savoir que s'il vous a giflé, c'est absolument de votre faute. Et puis vous arrivez à culpabiliser. C'est pour cela que les victimes se cachent toujours. Et puis la société déteste ce qui la dérange. Donc, c'est pour cela aussi que même ceux qui sont témoins des violences vont faire semblant de ne pas savoir, vont se dire aussi, ah, ça ne me regarde pas, ah, je vais pas me mêler. Il y a toujours ce règlement à l'amiable aussi. Hein. Etc. Et puis ensuite, ainsi de suite, une chose après l'autre, on accepte des choses, et puis jusqu'à ce que survienne le drame. Et malheureusement, ceux qui ont assisté petit à petit, jusqu'à ce qu'on en arrive là, vont commencer à dire, ah, je ne savais pas, je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point, etc. Eh bien, moi, si j'ai un message par rapport à ça, eh bien, mesdames, à la première gifle, sauvez votre peau, barrez-vous. Parce que le cycle ne fait que commencer à la première gifle. Sarah, et ensuite Élisée. Oui, bonsoir. Bonsoir. Selon vous, quels leviers peuvent être actionnés pour justement, j'ai envie de dire, on ne peut pas éliminer, mais réduire ce genre de violence, dont les mariages forcés et les violences envers les femmes? Eh bien, déjà, pouvoir parler du problème, définir le problème, identifier le problème, c'est déjà quelque chose. Et puis, voilà, la société civile s'est mise en place, les gouvernements également. L'exemple avec ces 16 jours d'activisme quand même où tout le monde se réunit pendant ces jours-là pour pouvoir parler de ces questions. Mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Ah, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est continuer à sensibiliser de plus en plus les jeunes filles dès l'école primaire, peut-être même dès l'école maternelle, les filles, les garçons, les sensibiliser sur ces questions. Et puis l'éducation des femmes, des filles également reste primordiale. Très important. Élisée? Ok. Je pense que vous conviendrez avec moi que sur la question de la lutte contre les violences basées sur le genre, des efforts ont été faits dans nos différents pays. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les rapports qu'on a quand même montrent que beaucoup d'efforts ont été faits sur cette question-là. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les véritables défis qui restent? Je pense que les efforts sont faits évidemment sur ces questions, puisque déjà on en parle, puisqu'il y a des actions qui sont faites. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouleverse la marche normale, eh bien, les premières victimes sont toujours les filles et les femmes. Si je prends l'exemple juste de l'épidémie, de la pandémie Covid-19, la Banque mondiale avait quand même, dans une étude, parlé du fait que les droits des femmes avaient reculé de 30 ans juste pendant la pandémie. Et nous le voyons aussi, nous, dans le Nord Cameroun, avec l'insécurité, les incursions de Boko Haram, le changement climatique aussi qui entraîne l'insécurité alimentaire, etc. Donc, les cas de mariage précoce et forcé et de violences faites aux femmes ont augmenté par rapport à ces choses-là. Donc, sensibiliser, parler des questions de violence, c'est quelque chose de bien. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres aspects qui entrent en jeu
et qui peuvent vraiment compliquer la situation. Et donc, il faut être vigilant à tous les niveaux. Quelle est la responsabilité de la femme en réalité? Parce que c'est elle qui est victime. Quelle est sa responsabilité? Déjà, essayons de regarder dans le choix du conjoint, dans les premiers rapports, ce désir effréné de vouloir à tout prix, mille prix, être madame ou épouse d'eux. Est-ce que cela ne fait pas en sorte que certaines ferment les yeux et vont justement au premier venu, on se tait de peur de salir le nom de la famille? Vos réactions justement sur ça? Eh bien, il faut dire que la société, nos sociétés reconnaissent à la femme que le statut d'épouse ou de mère. Et donc, quand on éprouve ça, eh bien, les femmes, évidemment, sont prêtes à tout et acceptent tout pour continuer donc à être des épouses et à être reconnues dans la société. Mais il faut quand même, et c'est ça qui est le plus grave, noter que les violences faites aux femmes sont généralement perpétuées par les femmes elles-mêmes. Quand on parle de l'excision, par exemple, ce n'est pas les hommes qui viennent exciser les petites filles, c'est les autres femmes qui le font. Ce n'est pas forcément les papas qui demandent à ce que les filles soient excisées, c'est les mamans. Tout cela dans un souci de perpétuer la tradition, de transmettre ce qu'on a reçu. C'est la même chose pour les cas de mariage précoce et forcé. Et donc, c'est pour cela aussi que c'est hyper important de continuer à sensibiliser les femmes, de leur faire prendre conscience que si elles ont elles-mêmes souffert de quelque chose, eh bien, elles devraient tout faire pour que leurs filles ne soient pas des victimes. Erwan? Djaïli Amadou Amal, vous êtes quand même lauréat du prix Goncourt des 2020 avec votre ouvrage Le harem du roi. Non, Les Impatientes. Les Impatientes, à l'édition Le harem du roi, c'est ça? Le harem du roi est mon dernier roman. Ah, d'accord. Donc, c'est qui a été vendu quand même à 500 000 exemplaires, finalement. Vous êtes venu pour ce toast et littérature. Avec, en même temps, quelles seront les articulations de cet événement? Je pense qu'il doit pouvoir intéresser les jeunes filles, les femmes et même les hommes. Eh bien, déjà, je suis très contente de cet événement organisé par la régie Poulakou. J'ai trouvé une équipe hyper dynamique. Et déjà, je suis arrivée ce matin, mais il y a déjà eu plusieurs activités. Donc, une rencontre avec des lycéennes également dans une très belle bibliothèque d'un lycée de la ville d'Abidjan. Et puis, demain, il y aura également plusieurs autres activités. Mais le clou de ma venue ici à Abidjan, c'est évidemment cet after-work toast et littérature où il y aura donc, voilà, on va passer un moment très fun. Demain à 18h au Silver Moon Hotel. Bien, d'accord. Pascal? Juste une question. Il y a eu une onde de choc qui a traversé plusieurs pays, qui vient d'un endroit où on aurait pu croire que les choses étaient mieux pour les femmes. C'est l'affaire Gisèle Pelicot. Oui. En France, avec cette femme qui a été chosifiée au maximum, je dirais même en deçà de la chosification, par son propre époux. Ceux qui veulent les détails, parce qu'ils sont assez scabreux pour aller consulter Internet. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça dit de notre société, l'affaire Gisèle Pelicot? Eh bien, je pense que beaucoup de personnes ont été choquées du fait que ça se passe en France. Mais les questions de violence faites aux femmes est une question universelle. Ça peut se passer n'importe où. Non, pas de nationalité, bien sûr. Dans n'importe quelle société. Même si les personnes sont éduquées, même si les personnes viennent des milieux urbains, ruraux, etc., ça concerne tout le monde. La question du viol conjugal est une question extrêmement difficile parce que généralement, c'est trop compliqué pour les victimes, évidemment, d'être reconnues comme victimes parce que le viol se passe généralement à l'intérieur de la maison. Voilà, de la maison. Et puisqu'on a accepté de se marier, entre guillemets, on est quelque part consentant pour les relations sexuelles, alors que ce n'est pas ça. Même si on s'est marié, on a quand même le droit de dire oui. Mais ce qui s'est passé quand même avec cette histoire-là, évidemment, ça reste très choquant et extrêmement difficile pour toutes les femmes. Et finalement, on se pose même la question, si notre propre conjoint est capable d'aller jusque-là, à qui on peut faire confiance finalement?
Donc, ça remet beaucoup de choses en question, en perspective aussi. Donc avec la question de Pascal, les violences basées sur le genre, comporte pas mal de petits sous-thèmes qu'il faut pouvoir traiter. Est-ce que la sensibilisation, justement, à votre goût, la sensibilisation fait-elle effet, justement, dans la société? Eh bien, du moins, chez nous, au Cameroun, on se rend compte que les femmes, déjà, s'impliquent de plus en plus dans la société civile, créent de plus en plus des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, qui s'impliquent aussi sur les droits des femmes, etc. Et les hommes, comment réagissent-ils? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité positive. Oui, tout donc, encourager les hommes à se battre aux côtés des femmes. Les hommes ne sont pas nos ennemis, loin de là. Donc, tout est question de société, de sensibilisation, de causerie éducative également. On ne peut pas dire que c'est négligeable. Les personnes qui sont sensibilisées et à qui on fait bien comprendre les choses, eh bien, arrivent quand même à changer. Donc, même si c'est un tout petit peu, pour moi, je pense que les efforts méritent quand même d'être soulignés. Et je pense que nous sommes en train de terminer notre entretien. Si vous regardez la caméra, si vous aviez un mot à donner à une femme qui est victime, justement, des violences basées sur le genre et qui a peur de parler ou qui souffre, qui est comme un peu ce qui se passe avec ce que Pascal nous a raconté, qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes-là? Eh bien, déjà, un message personnel, ce que je leur dirais, c'est que si moi, je m'en suis sortie, eh bien, elles peuvent également. Il faut juste prendre conscience de sa valeur et se dire que sa vie n'a pas de prix. Eh bien, voilà, les mesdames, battez-vous. Dites-vous que personne ne vous aimera plus que vous ne vous aimez vous-même. Et donc, à la première gifle, sauvez votre peau. Elle insiste là-dessus. À la première gifle, sauvez votre peau. Ça va justement à l'encontre de certaines traditions. On dit non, c'est juste, c'est rien du tout. Certains donnaient la chicotte avec la preuve d'amour. C'est parce qu'ils t'aiment. Et oui, Pascal, dans certaines traditions, lorsque vous vous mariez, il y a une chicote qui part avec. C'est incroyable. Mais en même temps, il y a souvent aussi des hommes qui sont victimes de violences. Aujourd'hui, le cas de madame, on parle des violences basées sur le genre. Mais c'est aussi le thème... C'est vrai qu'il y a des hommes, mais on est sur le cas des femmes pour l'instant. C'est le thème aussi de tous les romans que j'ai écrits, notamment que ce soit Le Harem du Roi, mon dernier roman, ou même Les Impatientes. C'est les questions donc de jusqu'où une femme peut aller, jusqu'où la violence peut aller et comment les femmes peuvent réagir. Et donc, pour cela, rendez-vous demain. C'est clair, rendez-vous demain, c'est le 6 décembre au Silver Moon et le pass. Voilà, vous avez le tarif, c'est à partir de 18 h. Et le livre inclus. Oui, alors le livre inclus, voilà. Et puis, Herman parlait des hommes qui sont victimes de violences également. Il y a des réponses aussi. Bon, je pense qu'il y a des mécanismes, hein, tout ça, ça rentre dans les mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre. Non, qu'ils ne soient pas jaloux quand même, c'est non, c'est de la masculinité positive. Merci beaucoup, Madame Djaili Amadou Amal. Vous étiez là pour nous parler, vous êtes écrivaine, et vous étiez là pour nous parler de la responsabilité collective dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Merci d'être venu. Et ils pourront vous rejoindre donc demain au Silver Moon Hotel à partir de 18 h. Merci beaucoup. Herman, Sarah, Pascal, Élisée, merci beaucoup. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.